Bonjour à tous, bienvenue dans La Machine, le podcast qui permet de comprendre les rouages de la psychiatrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DLM. Ce dernier est un petit peu particulier, car je suis accompagnée de Julie qui présente 2 pathologies. Nous avons donc fait le choix de scinder son parcours en 2 épisodes pour qu'elle puisse mieux nous expliquer chacune des maladies. N'hésitez donc pas à aussi écouter l'autre épisode qui complète le parcours courageux que Julie continue de mener. Bonne écoute. Rebonjour Julie. Bonjour. Alors du coup, cette autre pathologie, cet autre trouble, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les troubles alimentaires. D'accord. Mini tips. Qu'est-ce qu'un TCA ? Un TCA signifie trouble du comportement alimentaire. C'est une pratique alimentaire anormale associée à une grande souffrance psychique qui s'installe durablement et dont les conséquences pour la santé de l'individu peuvent être graves. Toi, tu es plutôt assigné à quel trouble ? Il y en a 3 principaux. Ok. L'anorexie mentale, l'hyperphagie boulimique et la boulimie nerveuse. Et j'ai fait les 3. D'accord. Et voilà. Mini tips. Parmi les TCA, on retrouve la boulimie. C'est une ingestion d'un volume alimentaire largement supérieur à la normale en un temps limité, de manière compulsive ou ritualisée. La crise dure en général autour de 2 heures. Celle-ci est souvent accompagnée de sentiments de honte et de culpabilité. La personne a une préoccupation excessive par le poids et l'apparence corporelle. Il y a donc un comportement compensatoire pour neutraliser la prise de poids, notamment par des vomissements ou la prise de laxatifs ou de diurétiques. Le dernier TCA est l'hyperphagie boulimique. On parle de ce TCA lorsque les épisodes récurrents de crise de boulimie ne sont pas associés à des comportements compensatoires, comme les vomissements ou l'utilisation des laxatifs. Et donc je suis passée par les 3 et j'ai un peu l'anorexie et la boulimie. Enfin, un peu, non. J'ai l'anorexie et la boulimie en même temps. Je savais pas que c'était possible, mais en même temps, en fait, depuis 2 ans et demi. Voilà. D'accord. Et du coup, les premiers symptômes, est-ce que tu t'en souviens encore ? Tu avais environ quel âge à ce moment-là ? C'était à peu près 10 ans. Ok. Donc j'avais 13 ans. Déjà, de base, quand j'étais petite, j'avais aucun problème avec la nourriture. Et bizarrement, je n'aimais pas trop mon corps parce que je me trouvais trop maigre, en fait, trop mince, comparée aux autres, à ma meilleure pote ou aux autres filles du collège. Et tout allait bien. Et vers mes 13 ans, vers mes 12-13 ans, en fait, j'ai commencé à prendre conscience que mon frère était pas bien, comme mon grand frère. Qu'on est une fratrie de 3. Et mon grand frère est tombé, en fait, dans l'anorexie. Petit à petit, moi, j'ai pas vraiment vu venir les choses. Donc, mon frère souffrait d'anorexie avec, en fait, lié au stress. Et donc, pendant les repas, quand on était tous les 5 à table, il avait des vomissements incontrôlés. Et en fait, du coup, mes parents, inconsciemment, étaient terrorisés, en fait, à l'idée que, avec mon petit frère et moi, ça nous arrive. Et du coup, ils étaient un peu dans le mode, si ton frère mange pas, mange pour lui, en fait. D'accord. Ils appréciaient quand je me resservais. Et la puberté est arrivée, en fait, à 13 ans. Et aussi, j'ai eu des problèmes au genou, donc je faisais plus de sport. Donc, j'ai commencé à avoir des formes, mais quelque chose de... Enfin, parce que c'est normal. Et j'avais pas l'habitude de... C'est arrivé assez vite, en fait, et je l'ai pas vraiment... je l'ai pas arrivé venir et je savais pas trop ce que c'était. Et on a tous une morphologie très mince dans la famille. D'accord. On a avec un métabolisme assez rapide. Et au lycée, c'était un peu la pagaille. Hein. Je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi, donc je mangeais beaucoup le soir. C'était un peu n'importe quoi. Et je dirais un peu du jour au lendemain, comme ça, je sais pas trop, en avril 2015, j'ai
Et je sais pas, d'un coup, il y a eu ce truc de vas-y, il y a tout qui s'effondre autour de moi. Je vais reprendre le contrôle. Je vais tout reprendre le contrôle et la seule chose que je peux faire, c'est contrôler ce que je mange D'accord. et contrôler mon poids. Je vais être parfaite. Comme ça, tout le monde sera content. Et donc, j'ai contrôlé mon assiette. Au début, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle la lune de miel dans l'anorexie. C'est incroyable parce qu'on a un sentiment de puissance qui est très grand. Parce qu'on perd du poids, donc bah, c'est ce qu'on veut. Et dans la société dans laquelle on vit, on est félicité en fait. Hmm. Moi, j'ai pas eu trop de félicitations parce que j'étais pas. J'étais pile poil en fait à l'IMC D'accord. 18 en fait. Mais je sais que dans ma classe, au lycée, j'avais des remarques ah, mais t'es toute fine, comment tu fais et tout, t'as trop de chance. T'étais en quelle classe à ce moment-là? J'étais en seconde. D'accord. Et ta famille, elle a commencé à s'en rendre compte à ce moment-là ou c'était plus tard que tu perdais du poids ou que tu commençais à contrôler ton assiette? Si, en fait, ils se sont rendus compte quand même assez rapidement, mais je sais que c'est mon grand frère qui leur a dit là, ça va pas, il faut faire quelque D'accord. chose. Parce que je perdais du poids et je me renfermais beaucoup. J'avais pas beaucoup d'amis, j'avais perdu mon sens de l'humour. Hmm. Parce qu'une fois que c'est bien et qu'on perd du poids et qu'on est content, après, ça devient un engrenage et c'est pas je me restreins, je refuse de manger, c'est je suis plus capable de manger, ça me terrifie. D'accord. Ça me terrifie en fait. Et pourquoi ça terrifiait? Parce que dans ma tête, le concept de l'alimentation était totalement erroné. C'était plus je nourris mon corps pour pouvoir faire les choses, D'accord. pour pouvoir travailler, danser, chanter, respirer. C'était si je mange, c'était manger égale grossir. Hmm. Donc je m'étais dit, faut que je mange le moins possible pour grossir le moins possible. Et en fait, avant ma prise en charge en fait hospitalière, j'étais incapable. J'étais incapable de manger des pâtes parce que en fait, ça me faisait peur. Tout ce qui était huileux et gras, ça me dégoûtait. J'avais l'impression d'être salie si je mangeais si j'avais cette sensation de beurre ou d'huile, j'avais vraiment l'impression d'être sale. Et qu'est-ce que tu mangeais du coup à ce moment-là? Plutôt des légumes. Au tout début, j'ai arrêté la viande. Donc ça passe facilement. Hmm. Ça passe plus facilement chez les parents. Moi, j'ai jamais arrêté de manger. Je sais que ça, chacun son adresse. Ouais, ouais. J'ai toujours mangé matin, midi et soir, et même un goûter. Donc ça peut paraître bizarre, sauf que c'était des toutes petites portions. Hmm. Ce qui fait que je tournais à 600 calories par jour et je faisais pas mal d'hyperactivité au début. Et qu'est-ce qui a fait que ton entourage s'est inquiété au bout d'un moment jusqu'à penser à une hospitalisation? Il y a eu des symptômes trop importants? À mon corps, il avait plus de réserve. Mais plus de réserve à tel point que mon cerveau fonctionnait plus bien et que j'étais complètement déconnectée de la réalité. Mais je souffrais beaucoup, je pleurais tous les soirs, je dormais pas parce que j'avais pas assez d'hormones du sommeil. Je faisais des cauchemars. Des cauchemars sur la nourriture en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, les TCA, tu te lèves le matin, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ça envahit ta journée en fait. Ah oui, Tu penses qu'à ça quoi. c'est quotidien, ta journée est aussi rythmée par ça. Et du coup, tes souvenirs, ils sont apparus à quel moment? T'as été hospitalisée une première fois. Est-ce Ouais. que c'était durant cette première hospitalisation? Ouais, là c'était... ma mère m'a emmenée aux urgences le 24 décembre. Moi j'étais là, tout va bien. Et j'étais prise en charge après dans un hôpital spécialisé en février 2016. Et donc à partir de là, j'ai commencé le parcours de guérison sinueux. Ce qui est
bizarre, c'est que j'étais réticente à cette hospitalisation. Mais en même temps, le jour où on m'a dit c'est bon, t'as ta place, j'étais si soulagée. Parce que les cours, j'y arrivais plus. C'était trop dur. C'était trop dur. J'ai même resté, parce qu'on parle peut-être pas, mais rester assise 6 heures dans la journée, quand on a plus de gras dans les fesses, ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Et je bougeais tout le temps ma jambe, je faisais de l'hyperactivité comme ça en fait. Et fallait monter les escaliers. Et je mangeais pas beaucoup à la cantine. Au final, t'as plus d'énergie, ton cerveau, je retenais plus rien. Ouais, tu pouvais plus te concentrer Non, en fait. voilà, j'étais plus concentrée. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis sentie vraiment... j'ai été soulagée. Mais là, ça a été très dur. J'ai fait une longue hospitalisation de 5 mois où j'ai eu la sonde nasogastrique pendant 1 mois et demi. Et ça a été, je pense, une des épreuves les plus compliquées de ma vie. Parce que c'est comme si vous avez la phobie des tarentules et qu'on vous en met une pendant 1 mois et demi devant les yeux. Ma phobie depuis des années, c'était de prendre du poids, mais vraiment, de manière... C'était maladif. Hein. Je crois que je devais me dire dans ma tête que je préférais mourir plutôt que prendre du poids. Et à cette époque-là, mon corps était malade, était très maigre. Mais je pense que je me suis jamais sentie aussi grosse que au poids le plus bas. Dû à la sonde Ou avant déjà? J'avais une dysmorphobie énorme. Je pensais que je pesais 100 kilos. Je me voyais pas du tout comme j'étais. Et oui, quand on m'a posé la sonde, on me l'a posée 2 jours. Non, 1 jour. Le lendemain. Ah oui. Je suis arrivée le lundi, on m'a posé le mardi matin. Parce que j'ai fait un malaise quand j'étais assise. Et j'étais tellement dans les vapes qu'ils me l'ont posé en 2 minutes. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça a été très très dur parce que ça fait mal. Ça fait mal la pause ou... Ça fait mal après. Enfin, pendant, en fait. Parce que si on fait un mouvement brusque dans le nez, c'est chiant aussi. C'est encombrant, c'est handicapant. Et c'est vraiment votre phobie qu'on vous met devant les yeux. Et tous les matins, je pleurais pour pas qu'on me la mette. J'ai essayé d'amadouer les infirmières. Et vraiment, c'était mon pire ennemi devant moi qui m'accompagnait. Parce que j'étais dans une chambre médicalisée pendant les 2 premières semaines où j'avais pas le droit de sortir. Dans une chambre toute blanche. Et ça, je l'ai très mal vécu aussi. J'avais pas le droit de voir les autres patientes. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait que des filles. Donc, j'avais pas de contact. Et au bout de quelques jours, j'ai eu le droit à 30 minutes de sortie par jour pour aller sur le balcon, pour prendre l'air. Je sais qu'ils avaient pas d'autre choix. Enfin, je pense qu'il y a toujours d'autres choix, mais au début, je pense qu'il y a une partie de moi qui leur en veut toujours d'avoir fait ça comme ça. Et qu'est-ce qui leur a justifié le fait qu'ils t'isolent comme ça des autres? Ce que le chef de l'établissement a dit, il a dit t'es dans un état, c'est pas possible de te parler, tu sais pas réfléchir, parce que j'étais trop... j'avais plus d'énergie pour... Il me disait t'as pas d'énergie pour réfléchir, je veux pas discuter avec toi. Il avait une manière assez brute qui, moi, ne me convenait pas. Il m'a dit je discute pas avec toi, c'est hors des questions. Tu restes là. Ils avaient envie d'avoir une surveillance peut-être plus accrue du coup, mais bon, ça a été fait un peu... Moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai vu comme un enfermement et je devais rester en pyjama. Si ma tension était trop basse, je devais me doucher dans ma chambre. Enfin, je devais me faire ma toilette dans ma chambre avec un gant de toilette. D'accord. J'avais pas le droit d'aller me doucher. Et en même temps, je me dis... Maintenant, je prends du recul, je me dis, avec une tension à 6... voilà, quoi. Peut-être que c'est normal aussi, c'est les professionnels. Mais le fait que je puisse pas sortir, pas avoir d'autres contacts, ça m'a... Pas comme premier... Ouais, premier regard sur l'hospitalisation, c'est ça. c'est un peu rude, quoi. Mm. Et ça a duré combien de temps, cette chambre? 2 semaines. D'accord. Ça paraît pas si long, mais c'est long quand même. Mais j'étais très très dans la maladie parce que j'avais mon chariot de sonde que je poussais
quand je me déplaçais dans ma chambre. Mais j'avais le droit de lire. J'avais le droit qu'à un livre. Ah oui, d'accord. Mais je lisais debout. Il y avait encore de Il y l'hyperactivité. avait des trucs on n'imagine même pas en fait. Mais je lisais debout. Et même avec la sonde, le but c'était de reprendre du poids. Mais moi, vu que c'était ma phobie, je continuais à faire des exercices dans ma chambre. Et au bout d'un mois et 23 jours, ça marque, on s'en souvient, ils m'ont enlevé la sonde. La condition, c'était que je prenne un certain poids. Enfin, la condition, j'avais rien signé. Ouais. C'est juste, on m'avait dit, il serait bien que tu prennes ça pour qu'on t'enlève la sonde. Et je l'ai pas pris, ce poids. D'accord. Le jour où on m'a pesé. Et je me suis écroulée. Mais de type écroulée par terre. En pleurant, en criant non, non. Et ils m'ont dit d'accord, on te l'enlève. Mais par contre, on te donne des compléments alimentaires que tu dois boire. Donc un à 10h et un à 16h. Donc là, tu vas dans ta chambre. Et il y a l'infirmière qui te regarde boire un complément alimentaire. Oh là là. Toi, t'es là, t'essaies de parler pour l'amadouer, pour pas que tu bois ça. Et donc, c'était un temps où tout le monde était ensemble. Tous les autres patients et patientes étaient ensemble dans la salle commune. Et toi, on t'emmenait dans ta chambre pour à part pour aller boire ton... Il y avait encore cet isolement qui était présent. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un peu des mécanismes que tu essayes de mettre en place pour dévier un peu du coup toutes ces règles? Ou t'as quand même été dans l'alliance dès le début et t'as un peu joué le jeu Non. Quand j'ai revu le personnel soignant de quand j'étais hospitalisée et les 2 infirmières m'ont dit que j'ai jamais été dans les soins. D'accord. Donc voilà, mais maintenant je pense que c'est vrai parce que on me disait que je faisais pas forcément d'efforts, mais pour moi c'était trop tôt, c'était allé trop vite parce que j'avais des petits stratagèmes, j'avais des petites stratégies parce que au tout début on mange en chambre, on n'est pas, c'est eux qui décident quand est-ce qu'on peut manger avec les autres. D'accord. Donc moi, je pense pendant 4 mois et demi j'ai mangé en chambre et donc le matin en fait j'avais par exemple il y avait les biscottes et le beurre. Ça aussi déjà t'es là, t'as pas mangé de beurre depuis 3 ans et on te le met direct. Et donc je l'ouvrais et je faisais semblant de tartiner pour faire croire que du coup j'en avais pris. Même je cachais dans ma chambre des morceaux de pain, des morceaux de beurre pour qu'ils pensent que je l'avais mangé. Mais je pense qu'elles le savaient, les infirmières. Elles étaient au courant qu'il y avait des choses comme ça. Mais vu qu'il y avait ce truc de peser tous les mercredis, elles se disaient à chaque fois, on le verra sur la balance de toute façon. Donc, ça c'était terrifiant, la pesée du mercredi matin. Dans l'anorexie, il y a beaucoup de... dans la boulimie, dans l'hyperphagie aussi. Dans les troubles alimentaires, il y a énormément de mensonges, de honte. Et un peu dans l'anorexie, il y a un peu de manipulation, mais pas volontaire. C'est vraiment ce truc... tout faire pour cacher ou tout faire pour pas manger et donc jeter les aliments. Et par exemple, le matin de la pesée, le mercredi, je vois bien que j'étais pas la seule à le faire. Ça, on en avait déjà parlé. On buvait de l'eau, en fait, avant la pesée. Moi, j'arrivais pas à le faire beaucoup parce que je me disais, ouais, mais quand même, il y aurait écrit ça sur la balance. Mais les infirmières connaissaient cette stratégie. Donc, on était pesés en sous-vêtements. Et je sais qu'il y avait une infirmière qui avait dit un jour que c'était compliqué aussi pour les infirmières de voir des personnes dans cet état-là, dans un état physique comme ça, pour les patientes qui étaient en maigreur. Et voilà. Donc, en soi, j'ai assez mal vécu. J'ai très mal vécu cet hospice en fait, de 5 mois. Et quand je suis sortie, j'avais des hôpitaux de jour. Mais vraiment, je me suis dit, ils ont soigné mon corps, mais pas ma tête. Parce que j'avais repris du poids. Et nous, il n'y avait pas de contrat signé et tout ça, contrat de poids. Apparemment, ça se fait. Mais je devais sortir à un certain poids. Et finalement, ils ont fini par me laisser sortir avant parce que c'était un peu... Tu vas pas rester 1 an non plus. Et j'avais les hôpitaux de jour à faire, mais j'ai tellement mal vécu ma reprise de poids.
Parce que quand je suis sortie et que je suis revenue chez moi, j'étais désorientée. Parce que j'avais plus les plateaux, en fait. Les plateaux qu'on me donnait. Et en fait, quand on commence à se renourrir, normalement, le corps, il a tellement été privé qu'il est là, donne-moi tout, je prends tout. Il a tellement peur de redevenir en manque, de reperdre tout ça, qu'il y a la faim extrême. Donc j'avais tout le temps faim. Et donc je reprenais du poids et ça me faisait trop peur. Et au bout de 2 semaines, j'y suis retournée. À ta demande ou Non. Vu que j'étais mineure, tout était forcé. Et donc au bout de 2 semaines, retour. Ouais, 2 semaines au retour dans cet hôpital parce que je me faisais du mal en fait, parce que je supportais pas cette reprise de poids. Et finalement, j'ai été transférée dans un autre hôpital spécialisé dans les crises suicidaires. D'accord. Et parce que c'est ce qui avait déclenché ma prise de poids. À cet hôpital, ils savaient pas trop comment gérer les TCA. Donc j'ai pu reperdre ce poids tranquillement. Donc j'étais contente. Et ça a duré combien de temps? La première hospite à cette unité, ça a été 2 semaines et demie, je crois. C'était en août. Ensuite, j'y suis retournée en mi-septembre. Parce qu'en fait, à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital de ma grande hospitalisation pour anorexie mentale, j'ai commencé à faire des compulsions en fait, hyperphagiques. Je sais que c'est assez courant dans le parcours de guérison. Et je l'ai super mal vécu. Parce que mon corps changeait assez rapidement. J'ai eu des phases restrictives. Et des phases hyperphagiques. J'ai atteint mon poids le plus haut en 2019. Que j'ai très très mal vécu. Mais en fait, je vivais tout mal. Il n'y a pas de pire. Et ton poids le plus haut, c'est toi qui voulais aller atteindre ce poids? Oh, pas du tout. Non, c'est que j'avais beaucoup de crises d'hyperphagie. Et donc, j'ai repris beaucoup de poids. Et ton entourage, dans cette période-là, comment ils essayaient de t'aider ou est-ce qu'ils constataient cette difficulté que tu avais? Je pense que quand j'ai repris du poids, ils étaient tellement soulagés. Un peu en mode, c'est bon, c'est fini. Ouais, ça se limitait un peu à cette prise de poids. Ouais. Si tu manges, tout va bien, en fait. Enfin, si tu manges convenablement et... Ils savaient quand même que c'est pas réglé, mais ils se disent, ok, donc il n'y a pas le souci de... elle va mourir du jour au lendemain, quoi. Et... moi, je le vivais mal, mais en même temps, ce nouveau corps, entre guillemets, me permettait de faire des études. Parce qu'à cause de l'anorexie et de ma maigreur, j'avais dû arrêter le lycée. J'avais redoublé, en fait. Et grâce à ça, j'ai pu passer mon bac. Je pouvais faire du sport. Mais j'étais très malheureuse. Parce que je voyais ce corps changer. Et ces crises que je faisais... Et sans pouvoir contrôler, et tous les jours je me disais c'est fini, et tous les jours je recommençais. Tu t'es sentie seule durant cette période? Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es sentie mieux? Je sais que j'ai de bons souvenirs. Après, c'est parce que c'était mes études supérieures, et les 2 premières années ça allait. J'ai de bons souvenirs quand je revois, mais je sais je pense à un moment, et elle me dit ah ouais, ça c'était bien. Ah ouais, mais j'avais fait une crise ce jour-là. Genre, je sais qu'il y a toujours ce truc en arrière-plan. Ah, ce Noël c'était. Ah ouais, mais là, ça, je m'étais enfilé 3 muffins et tout. Pas croire que c'est qu'on mange pendant une crise. Ça aussi. Actuellement, là, c'est surtout des crises d'hyperphagie que tu as? C'est des crises d'hyperphagie boulimique. Enfin, je ne sais pas trop les termes. En gros, ouais, c'est des crises de boulimie que je ne garde pas. D'accord. Donc je les vomis. D'accord. Ça a commencé quand j'ai déménagé, que j'ai commencé à habiter seule. Je le savais que ça pouvait dégénérer comme ça. Je me suis dit ça passe ou ça casse. Bon. Ça a cassé. Ça a cassé parce que la première fois, je me suis dit waouh.
en vrai, je peux manger tout ce que je veux, tout ce que je m'interdis. Enfin, je me le suis pas dit, mais Ouais. je vois bien qu'inconsciemment, c'est ça. En fait, je me suis dit, mais je peux manger ce que je veux sans prendre un gramme, en fait. Mm. Et là, l'engrenage, il est lancé. Une fois que t'as compris que tu pouvais vomir, Est-ce que tu trouvais un plaisir du coup? Une sorte de soulagement de se dire au moins je vais pas prendre de poids. ah ouais, le moyen de compensation, il me soulageait vachement. Je l'aime autant que je le déteste parce que c'est pas fun, ça fait mal, c'est dégoûtant, j'en ai honte, ça épuise. Mm. Faire une crise, ça me prend beaucoup de temps. Le temps que j'achète, que je prépare, que je fasse ma crise, que je vomisse, que je range. Et après, je suis épuisée, faut que je dorme. J'en ai pour 4 heures. Et comment tu anticipes du coup ce temps-là? Est-ce que c'est peut-être très bête, mais tu te lèves et tu dis je sais que je vais avoir une crise donc je vais prendre le temps d'acheter, ou tu anticipes justement les crises de la semaine et tu vas te faire des courses spéciales? Très rapidement, je me suis dit, je veux pas que ça fasse comme ça. Je peux pas acheter pour 100 balles et pour 100 balles de crise en fait. Je peux pas faire ça. Donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à faire mes courses tous les jours. D'accord. C'est-à-dire que le matin, je vais acheter pour le midi et le soir. Et parfois, j'y vais que pour le midi. Et parfois, j'y vais que pour le soir. Je passe un peu ma journée Ok. dans les supermarchés. Mais j'essaie, en fait, c'est un peu bête à la fois. Mais c'est un truc que je sais pas comment faire autrement. Je fais mes courses normales. Donc, en vrai, avec que des trucs sains, presque. C'est toujours la même chose. Je mange toujours la même chose. En hiver, c'est toujours la même chose. Et en été, c'est toujours la même chose. C'est mes plats confort. C'est les plats, je sais que... Enfin, des plats. Je sais que je vais les manger sans culpabilité. C'est bon, on passe à autre chose. Je vais pas avoir de soucis à me faire, de pensées intrusives. Du coup, en fait, j'ai 2 types de courses. J'ai mes courses normales et mes courses de crise. D'accord. Et... Que tu fais en même temps? Non. Ok. Non, parce que j'essaie de repousser la crise jusqu'au dernier moment. Mm. C'est plus, bon, vas-y, j'abandonne, je pète un câble et c'est bon, je vais acheter mes trucs. Donc, j'essaie essayer de ne jamais avoir chez moi des aliments qui pourraient engendrer une crise. Le problème, c'est que j'arrive à un stade où tout peut engendrer une crise. On peut faire une crise avec beaucoup de choses, avec des aliments sains, avec... Tu finis par prendre ce qu'il y a en fait. Ouais, à un moment, tu prends ce qu'il y a. Donc, le but, c'est d'essayer de n'avoir rien dans la maison de juste ce qu'il faut pour manger, parce que mais du coup je fais ça m'est déjà arrivé d'aller au supermarché 3 fois par jour. Du coup, j'ai mes petites strates. C'est que j'en ai plusieurs à côté de chez moi. Pour pas aller tout le temps au même, parce que c'est hyper honteux. Parce que passer à la caisse avec un panier de crise, Ouais. surtout que j'ai déjà eu des réflexions. Ça, c'est dur. Ils te disent quoi? J'étais à une boulangerie et j'allais faire une crise là. Mais assez petite vu que j'allais que la boulangerie. Et j'ai demandé 2 sandwichs du coup. Et le mec il m'a dit les 2 pour vous? Et tout de suite j'ai rigolé en me disant bah non, et non, c'est pour mon copain. Et d'ailleurs je vais lui prendre le petit gâteau là. C'est venu naturellement, mais les mensonges, tu finis par les débiter comme ça. Qu'est-ce que ça m'a fait mal. Parce que bien sûr que c'était pour moi les 2. Et le dessert aussi. Parce que j'allais me taper ma crise. Et qu'est-ce qui fait que tu as des crises? Est-ce que c'est lié à de l'angoisse? C'est lié à des émotions trop fortes que tu n'arrives pas à gérer? La plupart du temps, c'est des émotions. D'accord. Beaucoup de colère. Une fois, je me suis rendu compte que c'était une émotion, je crois, positive, qui avait déclenché une crise. Je ne savais pas quoi faire de cette émotion. Et je sais pas. Après, il y a eu un moment aussi où j'habitais seule. Enfin, j'habite seule. Et je me dis, en fait, il y a personne. Il n'y a rien qui m'empêche de faire une crise. Donc, j'avais pris l'habitude. D'accord. Est-ce que ça en est devenu un rituel? À un moment, oui. Ça t'a fait peur à ce moment-là? Ouais. Ouais, une fois, j'avais pris du recul, je me regardais, un peu comme si je me voyais d'en haut, et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Moi, je faisais des crises. Il y a des jours
où je passe ma journée à manger et à vomir. C'est déjà Tu arrivé. fais plusieurs crises Ah d'affilée? oui. Ok. Ça, c'est... Bah, en fait, parfois, quand j'achète pour faire une crise, je prends trop. Parce que j'ai peur de manquer. D'accord. Et il y a de quoi en faire 2. Hmm. Mais c'est déjà arrivé une journée à 5 crises. Ouais, tu dois être épuisée après. Ah, du matin jusqu'au soir. Et j'ai fait plein de trucs, mais que des crises, donc j'ai rien fait. J'ai rien fait de productif. Et je me déteste. Et je me suis juste fait du mal. Hmm. Après la première, je me dis non, t'arrêtes là. Pourquoi tu fais ça? Arrête. Et je recommence. Et après la deuxième, arrête. Et je sais pas pourquoi je continue. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que j'aime ça. Hmm. Parce qu'il y a une partie de moi qui aime ça. Et qu'est-ce que t'aimes par ça? C'est du contrôle encore? J'aime les 30 premières minutes où tout est merveilleux. Il n'y a plus rien qui existe. Vraiment, je ferme la porte de chez moi. Et là, je peux faire ma crise. Je suis tranquille. Toute la tension, elle redescend. Il n'y a plus de stress. Ça ressemble un peu à une addiction en fait. Il y a un Ouais, peu cette phase d'euphorie du début, c'est ça. de si on consomme une drogue ou quoi que ce soit, et qui en fait après t'as la rechute et t'as la retombée qui est difficile, mais t'es perpétuellement dans cette recherche du début. En 2019, je l'ai traité comme ça. Mm. J'étais au pôle addiction, pôle addicto. C'était un psychiatre qui m'en avait parlé. Et il y a une dimension addictive, mais ça fait pas partie d'une addiction à cause du schéma quand même inconscient que la crise est engendrée quand même par une restriction Oui. involontaire. Parce que vu que les aliments qui se retrouvent dans mes crises sont ceux que je m'autorise presque jamais quand je fais pas de crise. Et en même temps, je me les autorise pas parce que sinon ça part en crise. Mm. Mais ouais, c'est très schématisé et c'est propre au TCA de réagir comme ça en fait. Comment tu te sens maintenant par rapport au TCA? Je dirais que c'est un combat de tous les jours. Hein. C'est toujours intense du matin jusqu'au soir et même dans les rêves parce que parfois je fais des cauchemars comme quoi je fais une crise devant mon copain ou alors que je fais une crise que je peux pas vomir ou je me retrouve dans des supermarchés. C'est vraiment trop bizarre, ça me suit jusque dans mes rêves. Il y a des jours où ça va un peu mieux que d'autres. Si je suis accompagnée, ça va mieux. Si mon moral va bien et que j'ai pas mal d'occupations et que j'arrive à les faire, ça va un peu mieux. Il y a des jours où où c'est moins fatigant de faire une crise que de lutter. Parce que lutter pour pas faire une crise, c'est fatigant. C'est 3 heures sur le canapé en boule à pleurer. À pleurer pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'ai envie mais faut pas, mais j'ai trop envie, mais oui mais faut pas, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Mais j'ai tellement envie, mais ça va rien arranger. Et en plus t'es seule du coup dans ce moment-là de lutte. Ouais, c'est vraiment moi face à moi-même, la maladie face à moi et parfois je gagne, parfois elle gagne. Et là t'es dans une démarche de vouloir t'en débarrasser ou de mieux réussir à la gérer? Je pense que je m'en débarrasserai jamais, pas de manière négative. Ouais. Je pense que je vais juste apprendre à vivre avec. Parce que les TSCA, c'est tourné vers la nourriture. Mais je le vois plus comme une conséquence, en fait. Parce que le réel problème, c'est que je me déteste. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je me suis fait. Mais je peux juste pas me blairer. Et je me fais du mal. Et... Mais depuis que je suis petite. Et je vois bien que c'est pas mon corps le problème parce que je me suis détestée à mon plus haut. Je me suis détestée avec 5 kilos de moins. Encore 5 kilos de moins. Encore 5 kilos de moins. Je me suis détestée à mon plus bas. Je vois bien que c'est pas mon corps le problème. C'est ce qu'il y a dans ma tête qui va pas. C'est l'image. C'est... Réussir à vivre avec toi en fait. J'ai pas accepté ça. Je veux pas encore accepter qui je suis et en même temps je sais pas qui je suis. J'ai l'impression d'être tout et rien à la fois et j'ai juste l'impression d'être piégée dans la maladie et de pas
de pas avoir encore... qu'elle m'empêche d'être moi-même. Et je pense que toutes ces pensées que j'ai, qui sont très intrusives dès le matin jusqu'au soir, je pense qu'elles vont s'atténuer petit à petit, avec de l'expérience, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais je suis sûre que ça pourrait, par exemple, s'atténuer dans 10 ans et dans 12 ans revenir. Ouais, je vois. Et puis repartir. Et c'est plus en lien avec le mal-être plutôt que avec la simple nourriture. Et du coup, comme tu as la sensation que ça va durer encore beaucoup d'années, comment tu fais pour vivre avec le monde extérieur, justement? Enfin, par exemple, un truc bête, mais si tu t'es dit que tu allais rejoindre des amis pour une soirée ou autre, tu sais pertinemment que du coup, il va y avoir de la nourriture. Comment tu arrives à anticiper ces moments-là où... Maintenant, ça va un peu mieux. Il y a eu un moment où c'était quasi impossible les soirées parce que l'alcool, il y a des calories, donc je buvais pas. Je mangeais pas. C'était super dur, donc je me suis beaucoup isolée. Et aujourd'hui encore, je suis assez isolée parce que plein de fois, j'ai annulé des soirées parce que je préférais faire une crise. Enfin, je préférais. Oui, je vois. J'étais pas bien et la seule chose que je voulais faire, c'était faire une crise chez moi et pas aller à la soirée, quoi. Ce qui est bien, c'est que mes parents, ils sont à l'écoute et ils se sont vachement adaptés. C'est pas quand on mange un repas de famille, on est toujours un peu sur le qui-vive. On est un peu en arrière-plan, ça se voit pas trop, mais on sait juste, on sait qu'il y a ce truc de il y a de la bouffe partout, quoi. Et ils font toujours mon père, il fait, je t'ai fait des légumes. C'est gentil, je l'ai même pas demandé, et c'est juste que ça va me rassurer. Au cas où, il y a des jours où ça va, j'arrive à prendre des trucs qui me font plaisir. Et il y a des jours où c'est trop compliqué, je me dis, je peux pas me prendre la tête là, je peux pas me challenger, je peux pas manger ça parce qu'après je vais culpabiliser. Ça va me demander trop d'énergie. Donc je reste dans ma zone de confort. Et ça, ils le savent. Donc ils sont à l'écoute là-dessus. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais bien qu'ils fassent, mais ils y pensent pas, ou des choses qu'ils font justement mais qui te blessent, mais ils s'en rendent pas compte? Oui, ma mère, parfois, elle me regarde et elle me dit t'es toute maigrichonne. C'est vraiment sa phrase. Au début, je répondais pas. Maintenant, je lui dis maman, il y a zéro plus-value à dire ce que tu viens de dire. Surtout que tu le sais pas, mais j'ai repris du poids et donc ça me fait du mal. Parce qu'en fait, pour les gens, reprendre du poids, ça veut dire aller mieux. Et la première fois qu'on m'a dit ça, c'est un pote qui m'a dit mais t'as l'air d'aller beaucoup mieux, t'as repris du poids. Qu'est-ce que je l'ai mal pris. Mais alors là, mais terrifiée, mais au fond du trou. J'étais pas bien du tout et c'était un bon pote et je le connaissais bien et on en avait déjà parlé des troubles alimentaires. Donc là, je lui ai dit, tu vois, ça par exemple, c'est une phrase pour une personne qui a des TCA, c'est horrible. Bah ouais. Et du coup, je lui ai expliqué, je trouvais ça cool et lui aussi, il trouvait ça cool d'en parler en fait. C'est comme dans ma belle famille, on avait un buffet à volonté et je me suis resservie, mais c'était un brunch, donc en soi, on a nos techniques de mettre beaucoup de choses dans l'assiette, mais c'est que des fruits, c'est que du raisin, de la pastèque. Comme ça, on fait un leurre, on prend des plus petites assiettes, des plus petits couverts, on boit beaucoup d'eau, on a nos petits trucs. Et le papa, il m'a dit c'est bien, t'as bon appétit. J'ai regardé mon copain et je lui ai dit merci. Le truc, c'est qu'il me l'a dit une deuxième fois pendant le repas, et là, j'ai fondu en larmes. Parce qu'en fait, ce genre de... Il voulait être gentil, il trouvait ça cool, en fait. Il était content que je mange bien. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du mal, moi? Il faudrait pas faire de réflexion, en fait. Il faudrait te ça. laisser manger et banaliser, en fait, le repas, enfin, ne pas poser de questions, quoi que ce soit. C'est ça. Et ton copain, par rapport à tout ça? Il sait. Il sait pour mes hospitalisations. Il sait... ça, ce qui est bien, c'est que quand je mange en sa compagnie, enfin, quand on est que tous les deux... je me sens bien, ça va. Il te met pas de pression? Non, ça c'est sûr. Et au contraire, il est toujours plutôt
Tu sais, tu peux prendre ça, hein, moi, je crois que ça te fait plaisir, tu peux prendre ça. Et c'est lui qui m'avait dit... parce qu'il y a un truc, c'est vrai que moi, c'était naturel. Si j'ai faim, mais que la personne à côté de moi ne mange pas, par exemple, à l'heure du goûter, hors de question que je mange. Et c'est lui qui m'avait dit, mais tu sais, si t'as faim, c'est pas parce que moi, je mange pas que tu peux... qu'il faut pas que tu manges. Ce qui est déroutant, c'est que les 3 besoins vitaux, boire, manger et se loger, c'est quoi ? La sécurité, besoin de sécurité. Il y en a un qui est altéré, en fait. Et c'est des trucs, j'ai l'impression d'être un bébé de 2 mois. Je ne sais pas m'alimenter. Parce que en fait, physiquement, je ne ressens pas la satiété. Elle a disparu. À cause de je sais pas quoi. À cause de tout. Et comment tu t'arrêtes du coup ? Et je m'arrête quand je me dis que là, faut s'arrêter. Donc c'est moi qui pose les limites, en fait. J'avais une avant-dernière question. Je voulais savoir, maintenant qu'on a élaboré tout ton parcours et qu'on peut mieux comprendre en fait par où t'es passé, à l'heure actuelle, ou même aujourd'hui, comment tu te sens ? Ça dépend des jours. Et ça reste très compliqué. Et là, je ne vais pas mentir. Il y a de très fortes chances, par exemple, que je fasse une crise ce soir. Parce que faire le podcast, c'est beaucoup d'émotions. Et je sais que je vais ressentir beaucoup de choses et que ça va m'envahir et que je ne sais pas ce que je vais en faire. Et là, la seule chose que je voudrais, là, c'est manger pour m'apaiser. Et tout vomir après. Donc ça veut dire vraiment que, encore à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution, pour toi en tout cas, qui te permet de mieux te soulager que de faire des crises. J'ai pas trouvé pour l'instant. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une prise en charge spécifique pour ça maintenant ? Ou tu as juste ton psychiatre qui te suit ? J'ai un psychiatre et un psychologue ça fait 10 ans qu'il me suit. Et il a travaillé dans une spécialité TCA à un moment. J'ai été dans un hôpital de jour TCA, mais j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas. En fait, j'ai l'impression d'être arrivée à un stade où je connais tout, je sais tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire. Et ça m'a fait faire. Comme tu peux, en fait. Et j'avais une dernière question. Elle va paraître peut-être un peu lâchée comme ça, mais est-ce que là, tu te sens heureuse ? Je dirais qu'il y a des moments où je vis bien ma vie et des moments où je la vis mal. Parce que si ça devait s'arrêter là, maintenant, malgré tout, je suis contente parce qu'il y a des choses que j'ai vécues où j'étais très très heureuse. Des petits moments, des petits moments comme ça en famille, des moments d'amour, des moments... Je pense que ça m'irait. Je peux pas dire que je suis heureuse. J'ai encore beaucoup trop de choses à faire et j'ai hâte dans 10 ans d'avoir encore plus travaillé là-dessus, que les TCA soient moins forts, que tous les troubles soient moins forts et que tout ça s'atténue et que je puisse enfin libérer le vrai moi et que je puisse que je puisse concentrer mon énergie autre part que dans des crises de boulimie, plutôt dans le travail, dans mes relations aux autres. Parce que là, ça me rend triste. Le vendredi soir, je vois tout le monde acheter des bouteilles d'alcool pour faire soirée. Moi, je vais acheter de quoi faire ma crise. Ouais. Et quand je vois ça, ça me rend si triste. J'ai de la peine pour moi. Mais je sais que ça peut changer. Mon psychologue me dit tu seras toujours une ancienne boulimique. En soi, il a raison. Mais je peux être une ancienne. Enfin, le but, c'est d'être une ancienne. C'est pas... Carrément. C'est ce qui compte. Est-ce que tu aurais un message pour d'autres personnes qui sont touchées aussi par les TCA ? Ça prend du temps, mais... Je suis pas arrivée au bout, mais je pense que ça vaut largement le coup. Ça vaut largement le coup de sortir de la maladie. Parce que je sais que c'est dur. De se dire, bah ouais, mais si je suis pas malade, je suis quoi ? Vous êtes tellement plus.
tellement plus qu'une personne malade et il n'y a rien qui peut faire plus de mal que les TCA. Donc plutôt un message d'espoir quand même. Ah oui, bien sûr, on va s'en sortir. Ça, c'est sûr. Ça va juste prendre un peu de temps. Bon, ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir bien voulu témoigner par rapport à tout ça. Et on espère en tout cas que pour toi, ça ira mieux et que on se retrouve dans 10 ans. Donc ça sera déjà plus amoindri. Merci beaucoup. Merci. C'est donc la fin de ce nouvel épisode du podcast DLM. Avec la participation de Théotime Sergent pour le montage audio et la distribution, de Emmanuel Ricard pour le graphisme et enfin de Antea Lovisolo pour la communication. Merci à cette équipe de me suivre dans cette aventure et qui continue à croire en ce projet. Grâce au soutien du centre hospitalier de Libourne et plus particulièrement de Dr Rakoto Malala, ce podcast continue d'exister et de prendre de l'ampleur. J'espère que cela vous aura plu et que cet échange vous aura permis de comprendre un peu mieux cette thématique. La santé mentale est pour moi tout un monde qui ne mérite qu'à être connu. Ce podcast est donc une porte ouverte pour vous, chers auditeurs, à mieux cerner cet univers. Alors un grand merci à tous ceux qui osent prendre le micro avec moi pour raconter leur parcours. Et si cela vous intéresse à votre tour de témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux dont la page Instagram est danslamachine.pod et la page Facebook Dans la Machine Podcast. À bientôt!